Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des chefs d'État d'Afrique centrale exigent la création des postes de sécurité aux frontières afin que seuls les ressortissants de la communauté CEMAC bénéficient de la libre circulation au terme du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ils se sont prononcés sur le rapprochement des deux places boursières de Libreville et Douala. Également, ils ont appelé les différents États membres à davantage cotiser pour permettre à la CEMAC de répondre à cette insécurité transfrontalière qui touche énormément la Centrafrique et vocation à suivre dans ce journal. Elles sont 32 agences de transport qui sont concernées par la clandestinité selon un décompte effectué par le ministère des Transports qui les somme de régulariser leur situation et de sortir de la clandestinité dans un délai de 1 mois. Une telle sommation n'en est pas à la première fois qu'elle est délivrée à l'encontre des agences de transport. Et pourquoi les mesures restent encore tolérantes à l'endroit des agences de transport qui évoluent dans la clandestinité et vocation à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'insécurité transfrontalière liée au terrorisme met à rude épreuve les efforts de développement dans la sous-région Afrique centrale. C'est le constat qu'a fait le président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno, a exprimé son inquiétude sur la situation de plus en plus délétère dans le pays en Centrafrique. Il s'exprimait ainsi à l'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale. Il a également évoqué cette question relative à l'accord de partenariat économique qui vient mettre en doute et en cause le processus de facilitation des déplacements des biens dans la sous-région Afrique centrale. On fait le point avec Sylvestre Zangaou et Séverin Tchouban. Paul Biya du Cameroun, Théodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, aux côtés du président tchadien Idriss Déby Itno. Seuls les présidents gabonais et congolais se sont fait représenter à ce sommet extraordinaire de la CEMAC à N'Djamena. Une rencontre d'une grande importance pour la sous-région Afrique centrale, souligne d'entrée de jeu Idriss Déby Itno, le président en exercice de la CEMAC, vu qu'elle intervient dans un contexte marqué par l'ouverture effective des frontières des pays membres. Nos peuples croient fortement à l'idéal communautaire tant ils ont un destin lié. Ils attendent légitimement des actes forts qui renforcent cette conviction. Je voudrais à cet égard me féliciter des récents avancées sur le front de la libre circulation des personnes qui ont été permises par tous les gouvernements de nos États membres. Je prends en témoin toutes les filles et fils de la communauté qui sont venus à N'Djamena sont rentrés sans visa. En voilà un bon début. Idriss Déby Itno invite ses pairs de la CEMAC à rapidement œuvrer pour que cette libre circulation des personnes et des biens ne soit pas un vain mot. Il nous revient maintenant de faire œuvre de pédagogie et surtout de franchir rapidement l'étape de la mise en place des passeports biométriques CEMAC et celle d'identification des postes de contrôle aux normes d'Interpol. Je nous y encourage vivement. Sur les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, dont seul le Cameroun est signataire, Idriss Déby Itno affirme que la conférence des présidents se penchera sur ce dossier lors des prochaines rencontres. L'autre pilier de la libre circulation, à savoir le tarif extérieur commun, a été quelque peu fragilisé par le processus de négociation des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne. D'ailleurs, au cours de l'une de ces prochaines sessions, la conférence des chefs d'État sera tenue de revenir très rapidement sur cet important dossier afin d'approfondir la politique économique commune de la communauté et de définir la meilleure stratégie pour la consolidation de la place de notre sous-région dans les échanges commerciaux internationaux. Le président en exercice de la CEMAC affirme également que l'urgence de l'harmonisation des politiques économiques communes
est signalé. Outre la question de la libre circulation dans l'espace CEMAC, le financement de la communauté constituera le second sujet capital de notre rencontre. Il vous souviendra que lors du dernier sommet en Guinée équatoriale, nous avions pris un acte additionnel définissant le mécanisme de prélèvement de la taxe communautaire d'intégration, la TCI. À ce jour, son taux de recouvrement et de reversement reste désespérément bas, au point où il ne permet pas de couvrir les charges essentielles de fonctionnement de notre communauté. La sévère contrainte financière qui pèse actuellement sur le budget national doit conduire également à mieux dépenser. Nous aurons également à nous pencher sur la politique communautaire de transport et sur la politique énergétique de l'Afrique centrale et de la République démocratique du Congo à l'horizon 2035. Sur l'aspect sécuritaire, Idriss Déby Itno souhaite que la mobilisation des pays membres de la CEMAC reste maintenue pour conserver la souveraineté des territoires et assurer la sécurité des populations. Je vous invite à présent à suivre le président en exercice de la CEMAC, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, qui évoque la situation sécuritaire dans la sous-région Afrique centrale. L'insécurité rampante qui est nourrie par le terroriste, en particulier de Boko Haram, met à rude épreuve tous nos efforts de développement. Je voudrais à cette occasion dire à mes frères et sœurs de la sous-région de la CEMAC, vous avez dû entendre quelque part qu'il y aurait des terroristes d'Akmi, Nidjaou et Boko Haram au Tchad à N'Djamena. Je porte un démenti formel à cela. Mais l'engagement du Tchad face à la lutte contre le terrorisme va au-delà, en fait, disons, de ces considérations. Nous continuerons notre lutte. Je ne saurais occulter la situation qui prévaut en République centrafricaine. La calmie observée sur le front sécuritaire au lendemain des dernières consultations électorales est en train de se dégrader à une vitesse très inquiétante. Les récents affrontements entre groupes armés sont un indice assez révélateur de la résurgence de l'insécurité, de l'instabilité dans ce pays frère. Comme nous l'avons fait par le passé, nous devons soutenir et aider les peuples centrafricains dans l'optique d'un retour à la paix définitive et à la stabilité totale. Et précisons que les chefs d'État d'Afrique centrale ont pris un certain nombre de mesures au terme de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Ils exigent la création des postes de sécurité aux frontières afin de réserver le bénéfice exclusif de la circulation des ressortissants de la communauté sur les questions monétaires, bancaires et financières. La conférence des chefs d'État de l'Afrique centrale également a instruit le gouverneur de la BEAC de continuer d'améliorer de façon progressive la situation des réserves de change et encourager les parties prenantes à poursuivre les efforts. La conférence des chefs d'État a invité les différents États membres de la CEMAC à poursuivre les négociations avec le FMI en vue de parvenir à des programmes cohérents et compatibles avec la ligne directrice du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. On note également qu'elle a recommandé aux États et aux banques de tout mettre en œuvre pour renforcer la résilience des économies par une plus grande diversification, encourager la bancarisation, promouvoir les crédits à l'économie et assurer le rapatriement des recettes d'exportation. Et sur la question relative au rapprochement des bourses de valeurs régionales et nationales, la conférence des chefs d'État a tranché sur la question. Le siège du régulateur du marché financier régional est désormais à Libreville et c'est Douala qui abritera l'unique bourse des valeurs régionales, décision prise par la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Il y a encore quelques heures, 2 places boursières existaient dans la sous-région Afrique centrale, l'une se trouvant à Douala et l'autre à Libreville. Une véritable bataille d'ego qui a duré durant plusieurs années. Évocation dans ce reportage de Ket Diarra et Innocent Abega. Pour une sous-région de moins de 50 millions d'habitants, acculée par un retard économique, l'Afrique centrale compte à elle toute seule 2 valeurs boursières, la Douala Stock Exchange et la Bourse des valeurs d'Afrique centrale.
Depuis leur création, les deux entités n'ont pas cessé de se mettre en compétition, refusant l'idée d'une fusion qui pourtant leur aurait permis de maximiser leur rendement et aurait pu générer d'ici 2020 près de 100 milliards de francs CFA. D'abord, on a la Douala Stock Exchange créée en 2001 avec pour directeur général Pierre Ekoulé-Mwangué et en capital estimé à près d'1,8 milliard de francs CFA. Elle est basée à Douala. Ensuite, on a la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, créée en 2003 et basée à Libreville, avec un capital de plus d'1,4 milliard de francs CFA. Ça permet aux entreprises de trouver des financements à travers le marché. C'est-à-dire que les entreprises qui ont une certaine transparence dans l'information de leur activité vont à la bourse à travers des critères d'éligibilité bien précis. Et puis, de par la performance, elles peuvent lever les fonds. Si la valeur boursière de Douala gère le marché financier camerounais, celle de Libreville prétend à la sous-région Afrique centrale tout entière. Pourtant, à elles deux, elles ne sont parvenues qu'à lever 170 milliards de francs CFA, soit 0,4% du produit intérieur brut de la sous-région en 10 années, là où les capitalisations des autres places boursières excèdent de 100 000 milliards de francs CFA. 6 ans déjà qu'on aborde en vain la question d'une fusion entre les deux, sans jamais y parvenir. Les gouvernements gabonais et camerounais revendiquent chacun la disparition de la bourse rivale. Pourtant, selon les experts, la bourse est liée à la puissance économique d'un État. La bourse a un certain lien, un certain rapport avec la valeur intrinsèque d'une économie. Sur la base de ce principe, le Cameroun serait plus apte que le Gabon à abriter une place boursière d'Afrique centrale. Il est clair que si on sélectionne aujourd'hui les grandes entreprises qui peuvent être éligibles à la bourse, forcément, naturellement, le Cameroun serait en tête. Donc, il va de soi que, naturellement, une place boursière de la sous-région devait être au Cameroun, puisque l'économie de la sous-région est tirée par le Cameroun. Par contre, pour les adeptes de la fusion, on pourrait penser à consacrer la spécialisation de la Douala Stock Exchange dans le domaine des actions, tandis que la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale se chargerait des obligations. Ou alors, et ça c'est la deuxième option, fusionner les deux marchés qui auraient pour siège Douala, tandis que le régulateur et le dépositaire central auraient pour base Libreville. Des propositions qui jusqu'ici n'ont pas été implémentées. Précisons que la conférence des chefs d'État de la CEMAC a tranché sur la question du rapprochement des bourses de valeurs existantes à la fois à Libreville et à Douala. Les chefs d'État ont décidé que le siège du régulateur du marché financier régional est à Libreville au Gabon et celui de la bourse des valeurs régionales doit être à Douala. La BEAC sera le dépositaire central, décision prise par les chefs d'État de l'Afrique centrale. Dans le reste de l'actualité, l'abattoir de Bouda est dans un état d'insalubrité criarde. Des bouchers se plaignent des mauvaises conditions d'hygiène durant l'abattement dans cet abattoir où les bœufs sont dépecés. Raphaël Tcheko, Dalastana et Jean-Paul Chouniat ont mené l'enquête pour apprécier les conditions d'hygiène et de salubrité dans cet abattoir situé à Bouda, dans la région de l'Ouest. Reportage. L'abattoir de Bouda, les bêtes tuées ici sont dépecées par terre et les gigots à faire saliver exposés sur un sol crasseux. Ah, c'est déplorable. Hein? Donc, on ne sait pas. Nous sommes à une position terrible. On a deux abattoirs et avec les trous d'air, on fait visiter les trous. En plus de cette insalubrité ambiante, l'abattoir de Bouda ne dispose pas de système d'évacuation des excréments et sang des bêtes. Le tout stagne autour de la bâtisse. Qu'est-ce que la mairie vous dit? Ils sont réglés que l'argent, un bœuf, on a 20 bœufs, 1000 francs pour la mairie et 500 francs pour les vétérinaires. On paie que les frais. On fait comment? L'abattoir de Bouda manque aussi d'eau courante. Il n'y a pas de coucou. Ça coule la compte-goutte. On est obligé d'aller laver les boyaux. De l'abattoir au marché, ce taco manœuvrant sur cette piste impraticable tient lieu de fourgonnette au transport de la viande vers le marché. Une autre poche d'insalubrité à faire vomir
La boue qu'on trouve et puis tout le gens qu'on trouve. Si à jamais le souci de feu, on peut se laver le bassin, on lave, on explose. Le balai ne fait rien ici. Il faut lisser le sol du feu. Pour tous ces commerçants, la mairie de Bouda doit faire son travail. Qu'est-ce que vous demandez dans la mairie de Bouda? Non, qu'il ne tient pas compte de prendre l'argent, mais qu'il retourne dans le secteur, essayer d'améliorer, d'aménager le secteur. C'est tout. En attendant voir le maire de Bouda prendre très au sérieux la question de l'insalubrité, bouchers et commerçants travaillant dans ces conditions servent les ménagères qui n'ont de choix que s'approvisionner en viande malmenée dans la saleté depuis l'abattoir jusqu'à son exposition à la boucherie du marché de Bouda. Elles sont 32 agences de voyage menacées de fermeture pour défaut d'agrément. C'est un constat révélé par le ministère des Transports qui leur donne un mois pour régulariser leur situation. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'une telle sommation est servie aux agences de transport sans qu'aucune sanction ne soit prise à leur encontre. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. C'est un audit de conformité réalisé en août dernier qui met en jeu 32 compagnies de transport exerçant dans la capitale. Et pour cause, elles ne disposent d'aucun agrément et sont considérées comme des entreprises clandestines. Beaucoup de cette structure que vous avez constaté, le ministre a publié son communiqué en 2027, ils ont les licences. Une licence vous donne droit à avoir accès aux professions de transporteurs interurbains. Mais après avoir eu votre licence, c'est un préalable de maintenant demander un agrément. Mais au lieu de procéder à leur fermeture pure et simple, Alain Egam Bongo brandit plutôt le bâton de la pédagogie. Les compagnies incriminées en un mois, c'est-à-dire jusqu'au 27 novembre, pour régulariser leur situation administrative. Il faut d'abord qu'on sache que ça, c'est une tolérance administrative, parce qu'il a aussi pris en compte le nombre d'emplois que ces structures ont généré, et aspect aussi économique, aspect aussi social, raison pour laquelle ils n'ont pas passé directement à la fermeture de ces structures qui sont en principe en train de mener des activités des agents de voyage d'une façon clandestine. Ce n'est pas la première fois que des compagnies de transport sont sommées de se mettre en règle à la suite d'un audit du ministère des Transports. Et pourtant, rien n'a changé, puisque les mêmes noms reviennent dans la liste noire publiée le 27 octobre dernier. La menace de fermeture est une fois de plus brandie pour celles qui vont continuer à tourner le dos à la réglementation en vigueur. On devait faire sortir le secteur des transports interurbains dans la clandestinité. Il devait revenir pour se faire identifier et conforme à la réglementation en vigueur, parce que le Cameroun, c'est un pays de droit. On ne peut pas permettre que le Camerounais se fasse transporter par les personnes qui ne sont même pas encore identifiés, qui n'ont pas les situations administratives en règle. Dans la foulée de cette mise en garde et au lendemain de la suspension de l'Agence Générale Voyage, le patron des transports tient une série d'audiences les 2 et 3 novembre 2017. D'abord, avec les promoteurs des agences de voyage et des centres de contrôle technique, puis avec les syndicats des transports interurbains et des transports de marchandises. Des échanges qui porteront sur les mesures de prévention des accidents de la circulation. Et précisons que la délivrance d'un agrément obéit à une procédure qui intègre une série de conditions qui doivent être respectées par les compagnies de transport. À ce sujet, je vous propose de suivre les explications du directeur des transports routiers au ministère des Transports. Avant d'avoir cet agrément, le ministère maintenant procède à une inspection de ces sites. D'abord, on passe par l'identification même des promoteurs de ces agents de voyage ou bien des gérants de ces agents de voyage. On regarde le côté infrastructurel, on vérifie si tous les véhicules que vous voulez utiliser ont des cartes bleues, parce que les cartes bleues, c'est un document qui permet à ce qu'un véhicule soit utilisé pour un but locatif, et on vérifie toutes les catégories de ces véhicules, parce que la réglementation en vigueur est claire, aucun véhicule qui n'est pas identifié ne doit pas circuler. On regarde même le carnet judiciaire des gérants, et même la construction, l'infrastructure d'un agent de voyage est bien spécifiée par
les différents arrêtés qui régissent chaque aspect relatif à un terminal de voyage qui devait avoir certains minimums, y compris l'infrastructure, un terminal là où des bus vont garer, et les conditions d'accueil de voyageurs, même les conditions de repos de conducteurs, même les conditions de sécurité sociale des conducteurs, un plan de repos, un plan de rotation des chauffeurs et la vérification même d'état technique des matériels roulants. Et pour arriver à cela, il y a des contrôles de conformité qui devaient être faits avant de délivrer un agrément. La déperdition prend de l'ampleur. En milieu scolaire, 7 élèves ont été exclus du lycée bilingue de Niala, situé dans le 3e arrondissement de Douala, et pour cause, ils ont été surpris en pleine consommation des stupéfiants et détention d'un objet dangereux semblable à une arme. Les responsables de ce lycée disent l'avoir trouvé, tous ces outils, dans le cartable d'un ancien élève qui avait déjà été renvoyé pour indiscipline caractérisée. Le récit des faits avec Julienne Berthe-Bissaye. C'est ici que 7 élèves du lycée bilingue de Niala ont été retrouvés en pleine consommation de stupéfiants. Le proviseur de l'établissement raconte. Les surveillants généraux ont reçu l'information selon laquelle un groupe d'élèves se trouve aux toilettes en train de jouer au jeu de hasard. Ils ont fait une descente, ils étaient 2, ils ont amené ces derniers à ne plus continuer et à passer à une fouille systématique. Pendant cette fouille, ils ont découvert dans les cartables de ces élèves la cigarette, une canette de bière et un objet que nos yeux peuvent, n'est-ce pas, assimiler à une arme. Des faits encore plus graves lorsqu'on apprend que ces derniers n'étaient pas à leur première expérience. Parmi eux, il y avait un ancien élève. Et il faut également préciser que c'est dans le cartable de l'ancien élève qui portait bien évidemment la tenue du lycée bilingue de Niala. Il avait été exclu il y a 2 ans. Il est connu des surveillants généraux comme étant un mauvais, et je voulais dire un très mauvais élément, consommateur de drogue et tout ce que cela comporte. Les premiers jours de la rentrée, il y a eu ces comportements. Ces mauvais comportements, jeux de hasard, détention d'objets dangereux. Les 6 élèves, parce que le 7e n'est pas élève, les 6 élèves étaient des récidivistes. Une récurrence dans des actes de délinquance qui a obligé le conseil de discipline de cet établissement à prendre la sanction la plus forte à l'endroit de ces derniers. Le conseil de discipline a eu lieu vendredi le 27 et les sanctions sont celles qui sont prévues dans le règlement intérieur, à savoir soit une exclusion temporaire, soit une exclusion définitive. Pour ce cas de figure, les membres du conseil ont jugé de l'extrême gravité du problème et même des parents qui étaient présents pendant le conseil de discipline. Cette situation mérite une exclusion définitive et tous sont définitivement exclus. À Douala, comme dans la plupart des villes, les établissements scolaires deviennent au fil du temps des lieux propices au banditisme et à la délinquance juvénile. La reconstitution du meurtre du proviseur du lycée bilingue de Fumbane s'est déroulée ce mardi sur le campus de cette école. Des présumés assassins sont en majorité des repris de justice et en présence du procureur et des éléments de la police judiciaire régionale de l'Ouest. Ils ont refait le parcours de leur nuit macabre où ils se sont introduits chez Charles Etoundi avant de lui asséner plusieurs coups de poignard. Ce chef d'établissement a rendu l'âme à l'hôpital régional de Bafoussam. Nous y reviendrons. La commune d'arrondissement de Douala 1er revoit ses prétentions et ses prévisions budgétaires
à la baisse pour l'année en cours. 500 millions de francs CFA ont été soustraits du premier projet de budget qui avait été évalué en recettes et en dépenses à 2,812 milliards de francs CFA. Le préfet du Vouri a recommandé à l'exécutif municipal de mettre un accent sur le recouvrement des recettes au cours de l'exercice en cours. Les Nations Unies s'inquiètent de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Le pays sera évalué en 2018 devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU prévu en avril 2018. Sous l'égide du ministère de la Justice, un atelier de validation du rapport qui sera présenté à ces assises se tient depuis ce matin à Yaoundé. Quel est le regard de la société civile sur la situation des droits de l'homme au Cameroun? Élisée Bogba et Aïk Cyril. Pendant que le Cameroun prépare son passage à l'examen périodique universel, la situation des droits de l'homme, de l'avis de certains observateurs sur place au pays, n'est guère reluisante. L'État, à plusieurs niveaux, ne respecte pas ses engagements. Jusqu'à l'heure actuelle, les défis demeurent. En l'occurrence, en ce qui concerne les droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, en ce qui concerne la justice équitable, en ce qui concerne le droit de ne pas être soumis à la torture et au mauvais traitement au quotidien. Si certains demeurent critiques vis-à-vis du gouvernement, d'autres, par contre, saluent les efforts fournis pour garantir les droits, notamment des couches défavorisées. Il y a une nette évolution en ce qui concerne les populations autochtones. Il y avait certaines choses à l'époque, on ne tenait pas compte des Pygmées et des Moros. Mais de nos jours, nous voyons beaucoup de choses que l'État fait en faveur des peuples autochtones. Il y a la consultation en ce qui concerne le foncier, en ce qui concerne même l'éducation. Il y a la construction des établissements privés dans les zones à forte concentration de peuples autochtones. Et vous comprenez aussi, à un certain temps, on n'allait jamais voir un Pygmée ou un Boro lors des décisions de haut niveau. Mais je crois aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une avancée, il y a une considération des peuples autochtones. Mais il reste que les rapports des organismes internationaux de défense des droits de l'homme accablent régulièrement le Cameroun. Toute chose que refutent certaines organisations de la société civile. Quand il faut parler de vraies choses, on ne parle pas. Quand il ne faut pas parler de vraies choses, qu'on parle. En ce qui concerne ce que nous voyons certains pays qui font plus de mal que les choses que le Cameroun fait. Moi, je ne vois pas de grave que le Cameroun a eu à faire par rapport à eux. Je peux dire par rapport à les organisations non gouvernementales, où elles sont, où elles résident. Je vois il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais on n'a jamais vu cette incrimination, mais c'est au niveau des pays africains à chaque fois qu'on a l'habitude à incriminer. Cette position est renforcée par les sorties incessantes du ministre de la Communication qui balaie du revers de la main les rapports qui incriminent le gouvernement. Mais sur place au pays, l'on estime que ces sorties sont inopportunes et mal inspirées, d'autant qu'elles n'attaquent pas le mal à la racine. Nous pensons que ces sorties sont d'ailleurs superflues, ces sorties du gouvernement sont superflues et inutiles à notre avis. Quand vous ratifiez la Convention contre la torture, cette Convention dit par exemple que aucune circonstance, même exceptionnelle, ne peut justifier l'usage de la torture. En le ratifiant, le Cameroun était conscient du fait qu'il existait cette disposition. Donc, ne peut pas justifier le fait d'avoir eu recours à la torture au mauvais traitement. Si le fait, c'est qu'il viole délibérément la Convention et donc les droits de l'homme. La situation des droits de l'homme au Cameroun reste préoccupante. Si les uns et les autres sont d'avis que beaucoup a été fait, ils sont tout aussi d'accord que beaucoup reste à faire. Après l'incendie d'une partie de la maison de son père dans son village natal, Maître Akbor Nkongo s'est exprimé sur cette situation. Il dit être inquiet de ces batailles idéologiques qui divisent et créent des tensions entre les différents leaders de la crise anglophone. 48 heures après cet incendie qui a consumé une partie de la maison de son père, il dénonce un acte de profanation qui vise à le déstabiliser dans la lutte qu'il mène pour l'amélioration du système de gouvernance publique en vue d'améliorer le quotidien de vie des populations des régions anglophones. Maître Akbor Nkongo, qui s'est prononcé en faveur de la tolérance, il appelle tous les leaders extrémistes à faire preuve de retenue pour élaborer une réelle stratégie en vue de construire un dialogue inclusif national et trouver des solutions pour sortir de la crise sociopolitique dans les régions anglophones. Et une autre en sport avant un public reportage. Les affiches des demi-finales de la Coupe du Cameroun sont connues.
New Star de Douala affronte Victoria United samedi prochain à Douala et UMS de Loum joue contre Young Sport Academy dimanche 4 novembre 2017. Les supermarchés d'œuvres, c'est un public reportage, les supermarchés d'œuvres qui cassent une fois de plus les prix pour permettre à leurs nombreuses clientèles de pouvoir se ravitailler à travers tous ces rayons qui sont dans les supermarchés situés du côté de Yaoundé. Reportage. Le Sasaye se poursuit dans les supermarchés d'offres, au grand bonheur des clients qui ne boudent pas le plaisir de payer moins, mais de recevoir gros. The prices are affordable compared to supermarkets. I think the prices are affordable, and the clientele is good. The way they receive customers, the politeness, the treatment, it's all good. Le Sasaye chez Dorf, c'est 10 jours pendant lesquels le client a la possibilité de se ravitailler à moindre coût. Qu'il s'agisse des produits alimentaires, de la parfumerie et des cosmétiques, des produits d'entretien, de la boulangerie ou de la cave, tout se vend à prix réduit. Nous avons des offres que vous ne trouverez qu'à Dove. Si je vous prends par exemple, là nous nous trouvons juste à côté d'un rayon où vous trouverez cette liqueur crémeuse, le Baileys, qui est accompagnée d'une tablette de chocolat. Si vous faites le ratio, c'est une tablette de chocolat qui coûte 800 francs. Elle vous est offerte avec chaque bouteille de Baileys que vous achetez. Et cela ne vous revient qu'à 6 900 francs seulement. Toujours en avance sur le temps, les supermarchés Dove pensent déjà aux fêtes de fin d'année. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à parcourir les rayons réservés aux vêtements, aux chaussures, aux jouets pour enfants et bien d'autres. Pour 2 savons de ménage achetés, vous recevez un sachet de détergent gratuit. On pourrait vous parler des séances de maquillage gratuites que nous offrons à toutes les dames. On pourrait tout aussi bien vous parler du pain gratuit que nous offrons dans notre boulangerie. Bref, les supermarchés Dove, pendant les 10 jours de Sasaye, permettent à tous les Camerounais et tous les Yaoundéens, tout particulièrement, de pouvoir se ravitailler et refaire leur stock au meilleur prix. Dans les supermarchés Dove, à Mokolo, à Essos, à Bastos, à Tongolo, à Mendon, les clients se bousculent, preuve que Dove a conquis les cœurs. I choose Dove because it's first of all closer to my office, so accessibility is easy for me. I love the bakery section, I love all the bread. Depuis le 27 octobre dernier, c'est la baisse générale des prix dans les supermarchés Dove. 10 jours de Sasaye, c'est jusqu'au 5 novembre prochain. Les retardataires auront tort. La situation économique et politique de la sous-région Afrique centrale préoccupe au plus haut point. Les chefs d'État viennent de décider, au terme du sommet extraordinaire de la CEMAC, que des postes de sécurité doivent être créés aux frontières afin de réserver le bénéfice exclusif de la libre circulation aux ressortissants de la communauté. Ils se sont félicités de l'amélioration des réserves de change tout en demandant au gouverneur de la BEAC et au système financier dans la sous-région Afrique centrale de poursuivre le financement de l'économie. Cependant, il y a de graves retards observés dans la sous-région Afrique centrale. Nous en parlons dans la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Maître Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé. Vous êtes docteur en droit, vous êtes analyste politique. Alors, vous avez suivi ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Parmi les résolutions qui ont été prises, il y a la création des postes de sécurité aux frontières afin de réserver le bénéfice exclusif de la libre circulation aux ressortissants de la CEMAC. Comment appréciez-vous cette résolution? Tout comme n'importe quel panafricaniste, je me félicite et je me réjouis de l'ouverture des frontières entre les pays membres de la CEMAC. Alors, cette libre circulation des personnes et des biens est pour nous une victoire sur l'inertie, une victoire sur une vie sédentaire, une victoire sur
le blocage des institutions par certains États, plus particulièrement la Guinée équatoriale et le Gabon, qui avaient fermé leurs frontières aux autres pays membres de la CEMAC. Donc c'est une victoire. L'ouverture des frontières permettra la libre circulation des personnes et des biens, mais au-delà de la libre circulation des personnes et des biens, qui était d'ailleurs le thème de la rencontre extraordinaire entre les chefs d'État membres de la CEMAC, qui était le constat de l'effectivité de cette libre circulation, le président de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa, va même déjà au-delà en parlant de la libre installation des personnes et des personnes membres de la CEMAC dans n'importe quel État, la possibilité que chaque membre, chaque citoyen d'un État membre puisse s'installer dans l'un des pays de la CEMAC à tout moment et à tout lieu qu'il voudrait. Mais est-ce que ce processus de libre circulation des biens des personnes ne risque pas de bloquer face à cette situation sécuritaire assez délétère, observée à la fois en Centrafrique, au Tchad et également à l'extrême nord du Cameroun? Bon, d'abord, quand on parle de la création de postes de contrôle, je pense que ces postes existent. Il faut simplement renforcer l'effectif des éléments qui composent ces postes et surtout rationaliser pour qu'on n'assiste pas, qu'on n'ait pas de bouchons quand on va d'un pays à l'autre. Bon, vous parlez d'un problème qui est lié à la sécurité. Effectivement, ce n'est pas simplement au Cameroun, dans la CEMAC que le problème va se poser. Ça se pose même dans l'Union européenne, où de plus en plus, il y a un certain nombre de contrôles, même s'ils sont légers, qui touchent aussi les membres de la CEMAC, les membres de l'Union européenne. Par exemple, lorsque vous passez d'un pays à l'autre par voie aérienne, on vous soumet à un test. Ce n'est pas simplement par rapport aux avions, à la sécurité des avions, mais c'est pour qu'il n'y ait pas circulation des armes ou de tout instrument capable de provoquer de la terreur. Une bombe, par exemple. Mais est-ce que justement cette situation sécuritaire avec la lutte contre le terrorisme qui continue de commettre de nombreuses des affres de cette guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun et dans une partie du Tchad, avec l'instabilité en Centrafrique, le président Idriss Déby Itno l'a d'ailleurs évoqué durant le discours d'ouverture de ce sommet extraordinaire de la CEMAC. Est-ce que cette situation-là ne va pas davantage rendre réticents quelques États à recevoir les ressortissants ou les différentes personnes qui se déplacent à travers les frontières? On ne peut plus parler de réticence puisque nous avons fait un bond en avant. On ne fera pas un bond en avant et deux pas en arrière. Le processus est lancé, la libre circulation est effective. Maintenant, reste à assurer un contrôle dans le sens, un contrôle des populations allant d'un point à l'autre. Il est vrai que les problèmes de sécurité vont obliger à ce que les contrôles soient beaucoup plus poussés. Le problème sécuritaire ne peut plus remettre en cause ce problème de libre circulation des personnes et des biens. Mais ce que je peux dire, c'est que nous devons tenir compte d'un facteur très important parce que de plus en plus, on ne cesse de parler de l'insécurité. L'insécurité, je vous dis, c'est aggravé à cause de la malgouvernance. Il faut reconnaître que dans les pays de la CEMAC, il se pose un problème de malgouvernance. Il faut que chaque État essaie de gérer cette question de malgouvernance parce que dans la bonne gouvernance, vous avez une plus grande responsabilité des acteurs économiques, vous avez une plus grande responsabilité des populations qui n'auront plus de raison d'aller d'un point à l'autre. Parce que ce n'est pas simplement pour des raisons de sécurité que les populations se déplacent en masse. C'est aussi pour des raisons économiques. Célestin Kengoum, il y a deux poches d'insécurité qui se dessinent. Une première liée à l'insécurité liée au terrorisme qui concerne le lac Tchad et l'extrême nord du Cameroun. Et une autre en Centrafrique où un président a été démocratiquement élu, mais il y a de nombreuses forces latentes qui ne cessent d'émerger au sein de la Centrafrique et qui sont en train de faire à ce que la situation sécuritaire se dégrade. Comment analysez-vous ces différentes situations? Vous savez, Monsieur Noufélé, avant que les États n'aient à légiférer sur les relations, sur la circulation des personnes et des biens, je vous rappelle que ces populations n'ont pas attendu que les États, les chefs d'État se réunissent pour créer un cadre juridique de leur coopération. Les populations, naturellement, s'échangent entre elles. Donc le commerce est très intense
entre les différents citoyens de ces États membres de la CEMAC, et même, même du côté du versant ouest, avec le Nigeria, dont les populations circulaient. Maintenant, l'insécurité est venue s'installer, on fait beaucoup plus attention, même les populations font de plus en plus attention. Voilà pourquoi j'ai dit cette coopération entre les États doit s'accompagner d'un renforcement de la bonne gouvernance. Parce que lorsque la bonne gouvernance s'installe, les piliers de la justice, les piliers de la sécurité s'installent également. Donc, sans une bonne gouvernance, nos États seront fragiles. Les populations vont se déplacer, pas forcément pour des raisons de sécurité, mais parce qu'il y a une situation de mal-être qui va les pousser à aller d'un point à l'autre. Donc, je dis, commençons que nos États se préoccupent de la bonne gouvernance dans chacun des États, et alors vous allez voir s'installer progressivement une espèce de bien-être collectif, et le bien-être collectif est un facteur qui réduit les risques d'insécurité. Alors, il y a la question du financement des différents organes qui constituent la CEMAC et qui doivent travailler à améliorer, bien sûr, le quotidien des populations de la sous-région Afrique centrale. Le président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno, a évoqué le fait que les cotisations qui sont attendues des États membres n'étaient pas reversées. Au terme du sommet, les dettes des différents États ont été réduites à 90%. Il leur a été demandé d'être plus diligents sur cette question-là. Comment peut-on émerger lorsque des États membres ne cotisent pas pour permettre aux différentes institutions de fonctionner à plein régime? Bon, déjà, on ne peut pas dire que c'est un manque de moyens, que les moyens sont à l'origine de ce refus de payer les contributions par les États membres. Comme je vous l'ai dit, à cause de l'insécurité, ajouté à la chute du prix du baril du pétrole, qui est la principale matière première d'exportation des pays membres de la CEMAC, leurs revenus ont chuté. Mais pas pour autant, ça ne justifie pas pour autant le non-paiement de leurs contributions. J'ai dit qu'il y a une question de volonté politique pour que ces États comprennent que toutes leurs actions doivent d'abord être tournées vers l'amélioration du bien-être des populations. Quand on fait du bien-être de ces populations une fixation, chacun en ce qui le concerne dans son État, vous verrez un épanouissement qui sera collectif. Et dans cet épanouissement collectif, on ira d'un point à l'autre et les gens seront en sécurité. Il y aura des postes de checkpoints, comme dans tous les autres pays du monde. Les checkpoints seront renforcés et les gens vont circuler. Donc on ne peut pas tout le temps s'attarder sur des questions de sécurité pour justifier la situation dans laquelle nous nous trouvons. On a un premier problème endogène, c'est celui de la malgouvernance. Mais il y a également un problème exogène qu'on ne doit pas évacuer aussi facilement. C'est celui de l'intervention d'une certaine puissance ou de certaines puissances. Quand je dis puissance, ce n'est pas forcément des États, mais c'est des multinationales qui tirent profit de la détérioration de la situation sécuritaire dans nos États. Il y a des États, des multinationales qui vendent des armes. À des groupes rebelles. Il y a des multinationales qui favorisent l'instabilité dans certaines régions parce que ça leur donne l'occasion de piller impunément les richesses de certains États. Je vais vous donner un dernier exemple pour que vous compreniez. Aujourd'hui, tout le monde se vante de la réussite économique du Rwanda. Mais il faut bien se demander où le Rwanda a-t-il tiré tout cet argent pour développer Kigali et ses environs en si peu de temps? Alors je vous rappelle qu'il a été démontré que le Rwanda exportait des matières premières qu'il ne produisait pas lui-même. Et ces matières premières, on les retrouve à l'est de la République démocratique du Congo, dont la guerre dans la région de l'est du Congo finance l'économie rwandaise. Donc il y a des États, il y a des puissances qui tirent avantage d'une insécurité dans nos pays. Donc mobilisons-nous, que nos hommes d'État se préoccupent d'abord du sort des populations et les solutions viendront d'elles-mêmes. Merci, Maître Célestin Kengom. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette émission. Ce journal, Parole de femmes, émission présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.